Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire d'autres contes de Perrault. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux si vous le souhaitez et de commencer cette lecture. Riquet à la houppe. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils, si laid et si mal fait, qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit mille jolies choses et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine, mais elle eut quelques moments après un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. Ne vous affligez point tant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. Dieu le veuille, répondit la reine. Mais n'y aurait-il point moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée, qui est si belle? Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l'esprit, lui dit la fée, mais je puis tout du côté de la beauté, et comme il n'y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. À mesure que ces 2 princesses devinrent grandes, leur perfection crut aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentaient beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour, où elle ne répondait à rien à ce qu'on lui demandait, où elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu'elle n'eût pu ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée, sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit d'un grand avantage dans une jeune personne, cependant, la cadette l'emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les compagnies. D'abord, on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l'admirer. Mais bientôt après, on allait à celle qui avait le plus d'esprit,
entendre dire 1000 choses agréables, et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle, et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle eût donné sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse. Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet, à la houppe, qui était devenu amoureux d'elle sur ses portraits qui couraient par tout le monde. Avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontre ainsi toute seule, il l'aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginable, ayant remarqué après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique. Il lui dit: « Je ne comprends point, madame, comment une personne aussi belle que vous, laide, peut-être aussi triste que vous le paraissez, car quoique je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que je n'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre. » « Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répond la princesse, et en demeure là. La beauté, reprit Riquet à la houppe, est un si grand avantage qu'il doit tenir lieu de tout le reste, et quand on le possède, je ne vois pas qu'il y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup. J'aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous et avoir de l'esprit que d'avoir de la beauté comme j'en ai, et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit que de croire n'en pas avoir. Et il est de la nature de ce bien-là que plus on en a, plus on croit en manquer. Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais bien que je suis fort bête, et c'est de là que vient le chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment ferez-vous, dit la princesse. J'ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l'esprit autant qu'on en saurait avoir à la personne que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il n'en tiendra qu'à vous que vous n'ayez autant d'esprit qu'on en peut avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. La princesse demeura tout interdite et ne répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine, et je ne m'en étonne pas, mais je vous donne un an tout entier pour vous y résoudre. La princesse avait si peu d'esprit, et en même temps une si grande envie d'en avoir, qu'elle s'imagina qu'à la fin de cette année ne viendrait jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n'eut pas plutôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans un an à pareil jour, qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait, et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d'une telle force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Quand
savait que penser du changement si subit et si extraordinaire, car autant qu'on lui avait ouï dire d'impertinence auparavant, entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne se peut imaginer. Il n'y eut que sa cadette qui n'en fut pas bien aise, parce que n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guenon fort désagréable. Le roi se conduisait par ses avis et alla même quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'était répandu. Tous les jeunes princes des royaumes voisins firent leurs efforts pour s'en faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage. Mais elle n'en trouvait point qui eût assez d'esprit, et elle les écoutait tous sans engager. À pas un d'eux. Cependant, il en vint un si puissant, si riche et si spirituel, et si bien fait, qu'elle ne put s'empêcher d'avoir de la bonne volonté pour lui. Son père, s'en étant aperçu, lui dit qu'il la faisait la maîtresse sur le choix d'un époux, et qu'elle n'avait qu'à se déclarer. Comme plus on a d'esprit, et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire. Elle demanda après avoir remercié son père, qu'il lui donna du temps pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois, où elle avait trouvé Riquet à la houppe, pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire. Dans le temps qu'elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle ouït que l'un disait « Apporte-moi cette marmite », l'autre « Donne-moi cette chaudière », l'autre « Mets du bois dans ce feu ». La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de 20 ou 30 rôtisseurs qui allèrent se camper dans une allée du bois autour de la table fort longue, et qui tous, la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille, se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. C'est madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se feront demain. La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été, et se ressouvenant tout à coup qu'il y avait un an qu'à pareil jour, elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe. Elle pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne s'en souvenait pas, c'est que quand elle fit cette promesse, elle était une bête, et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle n'eut pas fait 30 pas en continuant sa promenade, que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. « Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre et me rendre en me donnant la main, le plus heureux de tous les hommes. » Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitiez. Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. Je le crois, dit la princesse, et assurément, si j'avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée.
Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez, puisque vous me l'avez promis. Mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde, qui a le plus d'esprit, je suis sûre qu'il entendra raison. Vous savez que, quand je n'étais qu'une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'ayant l'esprit que vous m'avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens que je n'étais, je prenne aujourd'hui une résolution que je n'ai pu prendre dans ce temps-là? Si vous pensiez tout de bon à m'épouser, vous avez eu un grand tort de me ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la houppe, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en use pas de même dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que ceux qui n'en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, vous, qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d'en avoir? Mais venons-en au fait, s'il vous plaît, à la réserve de ma laideur. Y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous malcontente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si cela est ainsi, reprit Riquet à la houppe, je vais être heureux, puisque vous pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes. Comment cela se peut-il faire? Lui dit la princesse. Cela se fera, répondit Riquet à la houppe. Si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit, et afin, madame, que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée qui au jour de ma naissance me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qu'il me plairait, vous aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez et à qui vous voudrez bien faire cette faveur. Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde, le plus beau et le plus aimable, et je vous en fais le don, autant qu'il en est pour moi. La princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant, sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air d'un homme qui fait le gros dos, et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en parurent que plus brillants, que leur dérèglement passa dans son esprit pour la marque d'un violent excès d'amour, et qu'enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur le champ de l'épouser, pourvu qu'il en obtint le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites. Ainsi, Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il
qu'il en avait donné longtemps auparavant. Moralité. Ce que l'on voit dans cet écrit est moins un conte en l'air que la vérité même. Tout est beau dans ce que l'on aime. Tout ce qu'on aime a de l'esprit. Autre moralité. Dans un objet où la nature aura mis de beaux traits et la vive peinture d'un teint où jamais l'art ne saurait arriver, tous ces dons pourront moins pour rendre un cœur sensible, qu'un seul agrément invisible que l'amour y fera trouver. Le petit Pousset. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 6 ans, que 10 ans, et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce que chacun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenait pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit Pousset. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de toute la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera bien aisé car, tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfouir, sans qu'ils nous voient. » Ah, s'écria la bûcheronne, pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit Pousset ouït de ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter, sans être vu. Elle alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'ils allaient faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau, où il remplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit Pousset ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à 10 pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois, et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement, et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit Pousset les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur
vous en laisser d'ici. Mais je vous ramènerai bien en logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison, par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord pas entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus qu'il leur devait il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta 3 fois plus de viande qu'elle n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit: « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants? Ils feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'il s'en repentira et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était tout en pleurs. « Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants? » Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble: « Nous voilà, nous voilà !» Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant: « Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. » Ce Pierrot étant son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de la perdre encore pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit Poucet, qui fit son compte de sortir d'affaires, comme il l'avait déjà fait. Mais quoiqu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée, à double tour. Il ne savait que faire lorsque la bûcheronne, leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux en les jetant par miettes le long des chemins où ils passèrent. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans les endroits de la forêt, le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fouillon et les laissèrent là. Le petit Poucet ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé, partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint,
s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler, ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue d'où ils se relevaient tout crottés. Ne sachant que faire de leurs mains, le petit poucet grimpa haut, sachant que faire de leurs mains. Pardon. Le petit poucet grimpa haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrit rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revint en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison, où était cette chandelle non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdent de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelque fond. Ils heurtèrent la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir et leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poucet lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui se demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre, qui mange les petits enfants? » Hélas, madame, lui répondit le petit poucet, qui tremblait de toutes ses forces, aussi bien que ses frères. Que ferons-nous? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. Ogre, qui crut qu'elle pourrait le cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit se cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à la table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui sembla que meilleur. Il fleurait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez. Je sens la chair fraîche, dis-je encore une fois, te dis-je encore une fois, reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers. Et il y a quelque chose que je n'entends pas. » En disant ces mots, il se leva de la table et alla droit au lit. « Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient à propos pour traiter 3 ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. » Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et en approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait
à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit: Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin? Tais-toi, reprit l'ogre, ils en seront plus mortifiés. Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. Tu as raison, dit l'ogre, donne-leur bien à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper, mais ils ne purent manger tant ils s'étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogres avaient toutes les teints fort beaux, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père, mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une fort grande bouche avec de longues dents, fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fort méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer leur sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit à coucher les 7 petits garçons, après quoi elle s'alla coucher auprès de son mari, le petit Poucet, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne pas les avoir égorgées dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et prenant les bonnets de ses frères et les siens, il alla tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit, comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé sur le minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau, allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles, n'en faisons pas à 2 fois. Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles, et s'approcha du lit, où étaient les petits garçons qui dormaient tous, excepté le petit Poucet, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre qui sentit les couronnes d'or. Vraiment, dit-il, j'allais faire la belle, là un bel ouvrage. Je vois bien que j'ai bu trop hier au soir. Il alla ensuite au lit de ses filles, où ayant senti les petits bonnets de garçon, ah, les voilà, dit-il, nos gaillards, travaillons hardiment. En disant ces mots, il coupa sans balancer la gorge à ses 7 filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant, et sans savoir où ils allaient. L'ogre s'étant éveillé dit à sa femme: Va-t'en là-haut, habiller ces petits drôles d'hier au soir. L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il attendait qu'elle les habillât, et croyant qu'il lui ordonnât de les aller vêtir, elle monta en haut, où elle fut bien surprise,
sa femme ne fut trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. Ah, qu'ai-je fait là s'écria-t-il. Ils me le payeront, les malheureux, et tout à l'heure. Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme, et l'ayant fait venir. Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous les côtés, enfin, il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Il vit l'ogre qui allait de montagne en montagne, et qui traversait des rivières aussi aisément qu'ils auraient fait le moindre ruisseau. Le petit Poucet qui vit un rocher creux proche du lieu où ils étaient, y fit cacher ses 6 frères, et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre qui trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes des 7 lieues fatiguent fort leurs hommes, voulut se reposer, et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort, et qu'ils ne missent point en peine de lui. Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit Poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient faites, elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon les jambes de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès des filles égorgées. Votre mari, lui dit le petit Poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or et tout son argent. Dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge, il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il était et de vous dire de me donner tout ce qu'il a vaillant, sans en rien retenir, parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ses bottes des 7 lieues, que voilà pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez pas que je sois un affronteur. La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits enfants. Le petit Poucet étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance, et qui prétendent que le petit Poucet n'a jamais fait ce vol à l'ogre, qu'à la vérité, il n'avait pas conscience de lui prendre ses bottes de 7 lieues, parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits enfants. Ces gens-là les assurent le savoir de bonne part, et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron. Ils assurent que lorsque le petit Poucet eut chaussé les bottes de l'ogre, il s'en alla à la cour, où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieues de là, et du succès d'une bataille qu'on avait donnée. Il alla, disent-ils, trouver le roi, et lui dit que s'il souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout. Le petit Poucet rapporta des nouvelles dès le soir même, et
Et cette première course l'ayant fait connaître, il gagna tout ce qu'il voulait, car le roi le payait parfaitement bien pour rapporter ses ordres à l'armée, et une infinité de dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants, et ce fut là son plus grand gain. Il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour leur mari, mais elles le payaient si mal, et cela allait à si peu de choses qu'il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté-là. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier et y avoir ramassé beaucoup de biens, il revint chez son père, où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise. Il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères. Et par là, il les établit tous et fit parfaitement bien sa cour en même temps. Moralité, on ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois, cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente nuit.